Alors bonjour. Dans cette nouvelle session, nous allons, aborder AWS Lambda. Nous allons parler de serverless. Nous allons voir comment, exécuter du code, hein, sur le cloud sans se préoccuper, de provisionner un serveur ou bien, voilà, un serveur ou un cluster de serveurs. Voilà, donc on est un peu à l'opposé de ce qui se fait avec EC2. Donc vous savez déjà que Amazon EC2 permet de provisionner un serveur sur lequel vous pouvez déployer vos applications, voilà. Mais là, on va vraiment rentrer dans un autre concept où, on ne se préoccupe plus de tout ça. On écrit juste notre code et il s'exécute. Voilà, la puissance est allouée en fonction de ce que votre application demande. Alors donc le plan, c'est le suivant, hein. On va faire une petite introduction pour reparler, de serverless, du concept et ensuite on va voir comment Amazon Web Services, donc AWS implémente ce concept. C'est grâce à AWS Lambda et ensuite nous allons rentrer dans la pratique. Nous allons créer une première fonction lambda, on va voir la notion d'event, la notion de contexte, on va voir quelques éléments de configuration dans la partie settings. Après, voilà, on va voir, ce qu'on peut monitorer comme métrique pour nos fonctions lambda. Ensuite, on va voir les notions de versionning pour créer des versions de nos fonctions et créer des alias. Voilà, donc serverless. Donc avant le développement, d'applications serverless, hein, je vous ai déjà dit, pour, chaque application que vous développez, voilà, vous allez vous poser la question de savoir, où est-ce que vous allez la déployer, voilà, sur quel serveur, sur quelle taille de serveur. Est-ce que, est-ce qu'il vous faut combien de CPU? Vous allez vous préoccuper du stockage? Voilà, quel OS? Est-ce que l'application est faite avec des technos qui nécessitent absolument que ce soit du Windows, voilà, ou du Mac, ou même, ou de l'Ubuntu, ou d'autres distributions Linux? Donc vous allez vous poser toutes ces questions-là, mais ça, c'était avant. Vous allez même vous demander comment vous allez faire pour monter en charge. Est-ce que votre application va, par exemple, supporter, une montée en charge, voilà, soudaine? Donc vous vous posez toutes ces questions-là. Est-ce que votre application sera toujours, sera disponible? Est-ce qu'il y aura la haute dispo si jamais il y a un crash, je ne sais pas, de votre data center? Donc tout ça, c'était avant le concept de serverless. Et donc avec serverless, vous ne vous préoccupez plus de l'infrastructure, ni de la montée en charge, ni encore de la haute dispo. Parce que c'est votre fournisseur de services qui va, en tout cas de votre fournisseur d'infrastructure, qui va s'en préoccuper. Il va vous garantir que vous aurez toujours une infrastructure sur laquelle votre application va se déployer, qu'elle pourra monter en charge et qu'elle sera toujours disponible. Voilà, ça veut dire, si c'est sur AWS, c'est AWS qui va se charger de déployer, votre application dans plein de régions, de façon à ce que même s'il y a un crash de data center, même si toute une région est perdue, votre application est toujours disponible. Voilà, et donc vous vous concentrez uniquement sur le développement, le codage, le coding de votre application. Et on verra aussi, vous allez quand même devoir faire quelques petits réglages. Et ensuite, vous payez en fonction des usages. Donc, en fonction notamment du nombre de requêtes qui va arriver sur votre application. Et donc, le concept de serverless, il a été implémenté, dans plusieurs services AWS, hein. Mais on va voir que Lambda, c'est vraiment le service, icône pour la notion de serverless. Et donc, Lambda va vous permettre d'écrire votre code métier, donc le code de vos fonctions, voilà, dans ce qu'on appelle des lambda fonctions, des fonctions lambda. Et donc, vous pouvez écrire votre code dans divers langages, hein, en fonction de vos affinités. Donc, vous pourrez faire du Node.js, du Java, du Python, du Go, du C Sharp et bien plus de langages. Et donc, les fonctions lambda sont sans état. Ça veut dire, voilà, il faut stocker, si vous avez un état à gérer, il faut le stocker dans des référentiels comme
Amazon S3 ou une base DynamoDB. Et voilà, il y a quelques contraintes aussi, hein. Donc, vous avez un répertoire temp, voilà, de 500 mégas que vous pouvez utiliser. Et lors de l'exécution des fonctions lambda, voilà, la mémoire va s'incrémenter, voilà, de 64 mégas à chaque fois. Voilà. À partir, le minimum, c'est 128 mégas. Et tout ceci jusqu'à 3 gigas. Donc, quelques contraintes quand même. Donc, vous ne pouvez pas avoir une fonction qui a besoin de plus de 3 gigas pour s'exécuter. Et aussi, vos fonctions lambda, voilà, sont toute l'exécution, hein, elle est monitorée, voilà, par CloudWatch. Donc, tous les logs d'exécution qui sont générés sont envoyés à CloudWatch. Et votre fonction lambda, elle ne va pas s'exécuter pendant des milles et des cents. Il y a quand même quelques contraintes. Donc, le maximum de temps que va prendre votre fonction lambda pour s'exécuter, c'est 900 secondes, c'est-à-dire 15 minutes. Et voilà. Mais par défaut, le timeout d'exécution est de 3 secondes. Et donc, lambda s'intègre très bien avec X-Ray. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez X-Ray, on verra une démonstration, hein, c'est pour le tracing, voilà, pour consulter les traces d'exécution. Et il s'intègre aussi très bien à CloudWatch. Voilà. Et donc le pricing, donc vous allez payer en fonction du nombre de requêtes, de la durée de vos requêtes, et voilà, et de la mémoire que vous avez configurée. Mais sachez que si vous restez dans le free tier, voilà, donc c'est la période de gratuité, donc la première année suivant la création de votre compte AWS, vous avez voilà 1 million de requêtes gratuites par mois. Donc c'est rien du tout. C'est vraiment pas cher, hein. C'est vraiment donné. Et vous devez aussi savoir que les coûts, vos coûts, les coûts de vos fonctions lambda, voilà, vont augmenter avec la mémoire. Voilà. Donc si vous êtes les, les, les requêtes effectuées à 128 mégas de RAM sont moins chères que les requêtes effectuées à 3 gigas de RAM. Voilà. Et aussi, vous devez savoir que la CPU qui vous est allouée, voilà, elle augmente aussi. Elle est vraiment en fonction de la mémoire que vous décidez d'allouer. Donc, si vous voulez plus de CPU, il faut allouer plus de mémoire. Voilà. Donc, c'est vraiment ces petits principes-là qui guident un peu le calibrage de vos fonctions lambda, en tout cas de votre infra serverless. Voilà. Donc, on vous a dit que vous deviez plus vous préoccuper des serveurs qui allaient héberger vos applications. Mais voilà, il y a quand même 2, 3 éléments de configuration qui restent à votre main. Et donc, nous allons passer à la pratique, hein. Et donc, dans la pratique, on va d'abord créer une fonction lambda. Donc, on va utiliser un assistant de création qu'on va voir. On va donner un nom à la fonction, on va choisir un langage. Et voilà, on va devoir choisir un rôle parce que la fonction lambda va faire des choses. Et donc, il faut que ces choses qu'elle fasse, qu'elle ait le droit de les faire. Et donc, ces droits-là seront portés par un rôle. Et voilà, on va expliquer les concepts de trigger, de destination. On va voir un peu à quoi ressemble un code, le code d'une fonction lambda. Ensuite, dans une deuxième étape, on va voir ce que Lambda appelle event. On va voir le contexte, on va voir quelques éléments de configuration. Voilà, on va configurer un test event. On va le loguer. On va loguer effectivement le contexte et puis on va voir quel type d'informations sont contenues dans ce contexte. Et voilà, on va avoir quelques éléments de settings, hein. On va voir la notion de handler, la configuration de la mémoire, le timeout, voilà, donc on a déjà évoqué.
Ensuite, on va aller voir dans le monitoring. Donc, on va voir des logs CloudWatch, on va voir les métriques, hein. On va voir quelques graphiques. On, on va activer le tracing pour voir ce qu'on peut récupérer comme métrique avec X-Ray. Et ensuite, on va voir la création de version et la création d'un alias. Donc, on va commencer tout de suite notre démonstration. Voilà, donc je suis déjà connecté à ma console CloudWatch, et donc je vais aller cette fois-ci dans la console lambda. Donc pour ça, j'ai saisi lambda, hein, dans la barre de recherche. Voilà, donc j'arrive dans la console lambda, donc j'ai un dashboard. Je n'ai pas de fonction lambda, donc je vais tout de suite aller créer une fonction. Donc create function. Donc pour créer une fonction, j'ai quatre options, hein. Soit je crée la fonction from scratch, hein, avec quand même un exemple de bout de code Hello World. Soit j'utilise voilà, des blueprints. Donc c'est des exemples de code, hein, qui existent. Soit j'utilise voilà, une image de, voilà, de container, voilà, pour ma fonction. Soit je recherche dans le référentiel des applications serverless. Il y a énormément d'applications, voilà. Mais pour notre démo, on va partir from scratch. On va appeler voilà, notre fonction, on va lui donner un nom. On peut dire voilà, my hello, hello lambda par exemple. On va laisser Node.js, ça veut dire qu'on va coder en JavaScript. Et voilà. Et donc là, on a la possibilité de changer le rôle par défaut d'exécution. Voilà, mais on va pas le faire, on va le laisser, hein. Donc c'est AWS lui-même qui va nous créer un rôle pour que notre fonction lambda puisse notamment envoyer des logs vers CloudWatch. Et puis il y a d'autres paramètres avancés qu'on va pas faire pour des raisons de simplification. On va créer notre fonction. Voilà. Donc on clique sur Create Function, on attend un peu. Il faut toujours être patient. Voilà, la fonction ne va pas tarder à se créer. Voilà, donc la fonction est quasiment créée. Voilà, donc vous voyez, hein, l'assistant a très peu d'étapes. Et là, notre fonction lambda est déjà créée et son code est quasiment déjà là, présent. On va voir. On va voir le code. Voilà. Donc, vous voyez ce bout de code. Donc voilà, c'est du JavaScript, hein. C'est du JavaScript, donc si du JavaScript, on peut carrément déjà l'exécuter. Mais avant ça, vous voyez que dans cet écran, votre fonction, vous avez votre fonction lambda qui est là. Il y a ici un bouton Add Trigger. Donc vous pouvez indiquer un déclencheur de votre fonction lambda, c'est-à-dire quelque chose qui va invoquer votre fonction lambda. Donc si on clique sur Add Trigger, on voit qu'on a le choix entre plusieurs, voilà, on a plusieurs options. On a un API Gateway, ça c'est si vous voulez par exemple exposer votre fonction lambda, voilà, sous la forme d'une API REST. Et voilà, vous utilisez API Gateway, vous aurez un endpoint que vous pourrez par exemple appeler depuis votre front-end React.js. Vous pourrez appeler votre fonction lambda via l'API Gateway. Donc on a plusieurs triggers, hein. On a des streams Kafka, on a même un application load balancer. Voilà, donc ça veut dire que le load balancer peut être en frontal d'une fonction lambda. Voilà. Il y a énormément de triggers, hein, possibles. Voilà, mais on verra tout ça plus tard. Ensuite, on a les destinations. Donc, vous déclenchez l'appel à votre fonction. Ensuite, la fonction
fait son traitement, qui est là dans le code, et elle met le résultat dans une destination. Donc si je clique sur Add destination, voilà, je peux avoir là aussi plusieurs, je peux faire plusieurs types de configurations. Voilà, ça peut être un stream, hein, c'est-à-dire que je peux processer mes items et j'envoie le résultat dans un flux Amazon Kinesis par exemple ou DynamoDB Stream. Voilà, donc je peux le faire, ou alors je mets juste dans un topic SNS, hein, un topic SNS ou une queue SQS, voilà. Ou alors je transfère à une autre fonction lambda. Voilà. Donc toutes ces options-là sont à ma disposition en termes de destination. Alors, donc, qu'est-ce qu'on avait prévu? Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire également? Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire également? Tac. Voilà, donc on a expliqué, hein, les triggers, la destination et le code. Voilà. Ensuite, on va faire des tests, hein. Donc, on va parler de l'event, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'event dans le code. Donc, si je retourne dans le code de ma fonction lambda, donc j'ai ici, voilà, en entrée, une entité qu'on appelle event. Donc, event, c'est vraiment, c'est ce qui est contenu, c'est ce qui est contenu lorsque un trigger va déclencher l'appel à votre fonction, il va lui transférer un événement, voilà. Et donc l'événement, c'est clairement les données en entrée de votre fonction. Et donc, dans notre console lambda, on peut simuler la réception d'un événement. Et donc pour cela, si je vais dans test, en onglet test, je vois qu'ici, on me demande, voilà, de créer un événement de test. Voilà. Et donc, mon événement de test, je peux lui donner un nom, voilà, my test event. Par exemple, je décide de l'enregistrer, donc il a sauvegardé mon événement. Donc ici, ma fonction lambda, je vais lui donner un JSON, hein, avec plusieurs, ces trois entrées. Voilà, je peux les modifier, hein. Et je déclenche mon test. Donc là, voilà. Donc on voit que la fonction lambda, elle a été appelée, mais on va retourner dans notre code pour voir ce qui a été passé dans l'event. Donc là aussi, j'ai l'onglet d'exécution, la trace d'exécution. Donc pour afficher ce qu'il y a dans l'event, j'ai juste à faire console.log. Voilà, hein, comme vous le faites dans vos codes React, par exemple, de event. Donc il va me tracer ici ce qu'il y a dans mon event. Donc j'ai modifié le code, donc je redéploie. Et je peux lancer les tests d'ici, hein. Et je teste. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a une ligne qui s'est rajoutée dans mes logs. Donc, ça, c'est le début. Start, request ID, end request ID. Là. Et ma log, comme en console.log, c'est ça. Vous voyez qu'il m'a affiché les données, les données qui étaient dans mon test event. Bon, par contre, vous voyez que le test event, mes modifications n'ont pas été prises en compte. Donc, pourquoi on va aller voir. Donc, je ferme cette execution. Tac, tac. My test event. Donc, test. Oui, on n'avait peut-être pas sauvegardé les changements. On a modifié, on n'a pas sauvegardé. Donc là, je refais save. Voilà, je retourne dans mon code. Je ferme cette exécution-là et je reteste. Voilà. Donc, vous voyez que
mon événement, je l'ai modifié et il apparaît bien là, grâce à mon console.log que j'ai mis. Voilà, et donc, maintenant, on va voir quelque chose qu'on appelle le contexte. Donc, dans nos fonctions lambda, en fait, il y a toujours une autre structure qui est passée, voilà, à notre fonction lambda. Donc, si je la log, voilà, donc je redéploie pour bien enregistrer mes changements et je reteste. Voilà. Donc, vous voyez que dans les logs, après mon event, j'ai une grosse structure ici qui s'affiche. Oups. On a eu un petit problème. Ouais, je retourne. Ouais, c'est ma fonction lambda, je dois relancer l'exécution. Je relance. Voilà, donc je vous disais qu'on a donc une grosse structure ici qui s'affiche, c'est le fameux contexte. Donc vous voyez, il y a plusieurs métadonnées là-dedans. Voilà, on a des handlers qui sont appelés en cas de succès, en cas d'échec. Voilà, on a le nom de la fonction, on a les données de settings, memory limit par exemple. Voilà, donc la version de la fonction qui a été exécutée. Donc ça, c'est la version par défaut, c'est les tests. Voilà, donc j'ai accès à pas mal d'informations de contexte que je peux par exemple décider d'afficher, d'utiliser dans mon code. Voilà, le contexte function.name, je redéploie et je reteste. Voilà. Et donc, vous voyez, les logs sont moins verbeux et il m'affiche bien le nom de ma fonction, my hello lambda. Donc ça peut éventuellement servir dans plusieurs cas d'usage. Et ensuite, qu'est-ce qu'on souhaitait voir? On a vu le contexte. Donc on va voir quelques éléments de configuration. Voilà. Notamment le fait d'appeler notre fonction handler. Donc on va voir que ça, c'est de la configuration. Donc dans l'onglet configuration, on a plusieurs items. Donc si je vais, par exemple, dans Général configuration, voilà, j'ai les éléments les éléments généraux. Donc si je fais Edit, vous voyez que quand je fais Edit, je peux changer, je peux allouer plus de mémoire à ma fonction, ce qui va me donner plus de CPU aussi. Je peux positionner un timeout et on a vu que le temps max, c'était voilà, 900 secondes ou bien c'est 15 minutes. Voilà, on ne peut pas aller au-delà. Vous voyez, ça devient rouge si je mets 16. Donc, c'est 15 minutes maximales. Voilà, on peut changer voilà, on peut créer un nouveau rôle ou bien on peut maintenir le rôle qui nous a été créé par lambda lui-même. On a les triggers, on a les permissions, et vous voyez, les permissions, donc, elles sont forcément liées à notre rôle, et donc notre rôle, il a la possibilité voilà, d'envoyer des logs à CloudWatch. Et donc pour ça, il lui faut ces permissions. Si, create log group, create log stream, put log events. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des destinations qu'on a déjà vues, on a les variables d'environnement, on verra après les tags, le VPC. Voilà, donc c'est ici qu'on va activer les traces. Voilà. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on souhaitait faire? Tac, tac, on a vu le handler. Voilà, le handler. Le handler, c'était juste pour vous montrer que si, imaginons que on modifie le nom de notre handler. On va exporter autre chose. On ne va pas exporter handler, on va exporter handler 2. Donc si je déploie ça,
voilà, et que je teste ma fonction, vous voyez qu'on a un problème. Hein. On a un problème, runtime handler not found, voilà, index.handler is undefined or not exported. Voilà. Voilà, donc c'est par rapport à ça, hein, parce que dans nos runtime settings, on a indiqué que voilà, notre handler, c'est index.handler, et non index.handler2. Donc, pour que ce soit index.handler2, il faut éditer ici, sauvegarder, et retenter une exécution. Voilà, donc il a réussi. Cette fois-ci, il a réussi parce qu'on a changé le nom de notre handler. Voilà, donc si je fais ça, je retente, à nouveau, ça ne marche plus parce que mon handler est censé s'appeler handler2. Donc, je le remets comme il était. Voilà, donc on a vu quand même pas mal d'éléments de configuration de notre fonction lambda. Donc maintenant, nous allons passer au monitoring. Donc on va d'abord voir tous les logs qui sont envoyés vers CloudWatch. Ensuite, on va activer le tracing et on va voir ce qui est remonté via X-Ray. Alors, le monitoring. Donc on va cliquer sur l'onglet Metrics. Voilà, dans l'onglet Metrics, donc, on revoit hein, c'est les métriques voilà, qui sont calculées par CloudWatch. Voilà, en fonction de... On a une petite activité, hein, ça correspond à toutes les petites exécutions de fonctions lambda qu'on a faites. On a cet onglet log, voilà, qui nous montre tous les logs CloudWatch. Vous voyez le lien, hein, si je clique, je vais me retrouver dans CloudWatch. Là, on peut essayer. On va essayer d'aller dans CloudWatch. Voilà. Il faut être toujours patient avec cette console, hein, parce qu'il y a plein d'appels d'API qui se font derrière. Voilà, donc vous voyez, on est dans CloudWatch. Dans les log groups, il y a un groupe qui porte le nom de ma fonction lambda et on a une exécution ici, on a la date, on a la version de la fonction qui a été exécutée et puis on a voilà, une sorte de timestamp. Et puis on a tous les logs, hein, tous les logs, voilà, les erreurs que j'ai eues quand j'ai essayé de exécuter en changeant le nom du handler. Voilà, on a énormément d'informations dans CloudWatch. Donc si on retourne maintenant, on va essayer de voir les traces. Et donc on va voir qu'on n'a pas de traces. Donc pourquoi on n'a pas de traces? Eh bien c'est parce qu'on n'a pas activé. On n'a pas activé ce monitoring-là. Et donc pour le faire, il faut aller dans l'onglet configuration, Monitoring and Operation Tools. Vous voyez, les logs sont activés, mais le tracing, il est désactivé. Donc, je fais Edit, j'active le tracing X-Ray, je sauvegarde, et là, je vais ensuite aller faire quelques exécutions pour générer du trafic. Donc maintenant, le tracing, il est activé. Je retourne faire des tests. Oui, je vais tester depuis l'onglet code plutôt. Je ferme cette exécution-là et je lance mes tests. Voilà, c'est bien exécuté. Je peux lancer plusieurs tests. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà fait des exécutions après l'activation de mon monitoring X-Ray. Donc, je retourne dans l'onglet Monitor. Là, je vais voir ce qui m'affiche. Voilà, Service Map. Voilà. Donc, on voit déjà voilà, qu'il y a une map là. Il y a des exécutions qu'il a détectées. Voilà, les métriques sont assez intéressantes. Voilà.
je vais quand même cliquer ici pour aller dans l'interface dans CloudWatch pour voir mes traces. Voilà, il y a pas mal d'informations. Pas mal d'informations. Alors bon, si qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que je peux obtenir si je clique? Voilà, map légende. Voilà. Donc autant de choses hein, qu'on peut effectivement faire avec X-Ray. Plein de choses. On a les éléments hein, sur les temps de réponse. Voilà, on a même toute cette pile d'exécution. On en a la durée, le temps d'initialisation, l'invocation, le petit overhead qui est généré hein, par toutes ces couches qui s'empilent. Et voilà, on a le temps global, le temps total qui est, voilà, c'est 200. Donc on sera ici facturé pour une exécution de 293 millisecondes. Voilà. Mais bon, sachant qu'on est dans le FreeTire, donc on risque pas de payer grand-chose. Voilà. Donc là, vous voyez, on est sur CloudWatch, on a vraiment voilà, le détail de notre exécution. Donc si notre fonction lambda elle-même, elle appelait énormément d'autres fonctions lambda ou d'autres services, on verrait tout ça dans notre map X-Ray. Voilà. Donc on a vu de très belles choses. Donc passons maintenant au versionning et à la création d'alias. Donc le versionning, donc on retourne dans notre console lambda. Voilà, donc voici notre fonction lambda. Donc on a deux onglets, on a un onglet version, on a un onglet alias, on a un onglet version. Commençons par les versions. Donc imaginons que vous avez écrit, vous avez écrit une fonction lambda. Voilà, c'est la. Et puis voilà, vous avez des évolutions, vous voulez faire une autre version. Par exemple, voilà, il y a des évolutions. Voilà, nouvelle version. Non, ça c'est lambda version actuelle. Donc la version actuelle, voilà, je déploie. Je vais dans l'onglet version. Je décide de la publier. Donc pour créer une version, en fait, je publie. Donc j'ai dit publie. Voilà, j'ai dit version 1 par exemple. Je mets une description. Version 1 avec voilà, quelques évolutions sur les logs, par exemple. Ça, c'est mon évolution. Et voilà. Donc, je viens de créer une nouvelle version. J'ai une version, voilà. Donc maintenant, j'ai deux versions. En fait, j'ai la version latest et la version 1. Donc, si je vais dans code, vous allez voir que je ne peux plus éditer le code parce que bon, ma version, elle est, voilà, elle est unpublished function. Voilà. Il m'affiche plus le code, mais je peux bien exécuter cette fonction. Voilà, si je l'exécute, voilà, il me log bien version actuelle. Et donc, je vais vous montrer l'autre version, la latest. Donc, pour cela, j'ai cliqué juste là-haut. Donc, pour vous montrer que ça, ce n'est pas... J'ai vraiment deux versions qui coexistent. Donc, je redéploie la version latest et je l'exécute. Voilà. Elle me dit hello from lambda. Et par contre, si je veux exécuter une version, tac, je clique là, je choisis ma version.
Voilà, et je vais tester celle-là. Je vais tester aussi d'ici normalement. Allez, je lance. Voilà, Hello Form, version actuelle. Donc, j'ai bien deux versions là qui coexistent. Voilà, donc ça, le fait de versionner, voilà, ça me donne énormément de possibilités. Donc, je peux, comme j'ai plusieurs possibilités, je peux notamment utiliser les alias. Donc, à quoi vont servir les alias? Donc, je fais create alias. Donc, je vais par exemple décider de créer un alias pour mon environnement de développement. Voilà. Et sur mon environnement de développement, en fait, je vais choisir la version que j'ai envie de déployer dessus. Donc, c'est à ça que ça sert vraiment les alias. Hein. Je vais dire ici, je peux avoir plusieurs versions. Et j'ai dit, sur l'environnement de développement, mettez-moi la version 1. Voilà. Parce que j'ai tel feature sur la version 1. Voilà. Il y a ici une petite section weighted alias. Voilà. Ça veut dire ici que je peux, c'est-à-dire que derrière mon alias, je peux même mettre plusieurs versions avec une répartition par, voilà, par pourcentage ou par poids. Donc ça, c'est les fonctions, voilà, on ne va pas les utiliser pour l'instant. Donc je peux créer un alias développement et après, je peux créer encore un autre alias pour dire, voilà, production. Voilà. Production, voilà. Ou je peux mettre une autre version, par exemple latest. Voilà. Voilà. Donc j'ai mes deux alias maintenant. Un alias de production, un alias de développement. Voilà. Il y en a un qui exécute la version 1, l'autre c'est la version latest, c'est la prod. Voilà. Voilà, donc c'est on a un peu vu hein, toutes les fonctionnalités basiques, voilà, d'AWS Lambda. Et voilà, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous exercer davantage là-dessus hein, pour que tout ça devienne familier pour vous. Mais on peut vraiment aller très loin. Et vous voyez qu'on n'a pas provisionné d'infrastructure, mais notre fonction est là. Elle est disponible, elle occupe de la mémoire, elle utilise de la CPU et tout ça est géré voilà, par AWS qui nous fournit la puissance de calcul. Donc, je vous remercie pour votre attention.